Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Donc en fait, je vais m'apporter le témoignage un peu introductif d'un architecte, parce que finalement, on est au début de la chaîne de production du bâtiment. Et alors, on n'a pas fait des courbes toute notre vie. On a découvert les courbes très tard, il y a 5-6 ans, on va dire, à l'occasion d'un projet en Corée, gagné par hasard, un concours ouvert, c'était un musée. Il y avait 1500 candidats et on ne pensait pas gagner. Alors du coup, on s'était lâché, on avait fait un projet qui était comme une bulle de mercure dans le paysage, tout en courbe, comme une calligraphie, comme ça. Et courbe dans les deux sens. Et puis voilà, on a gagné ce truc-là et il a bien fallu le faire. Heureusement qu'il y avait... à côté de nous, des voisins qui s'y connaissaient bien en courbe et en analyse géométrique. Et donc, il y a eu ce premier projet introductif qui était le musée de Jangkok en Corée. Et puis, au même moment, pendant 2 ans, on a eu un garçon chez nous qui s'appelait Javier Vizoso, pardon, qui était à la fois architecte et informaticien et qui était passionné de script. Alors pendant 2 ans, il a écrit des scripts, et il a essayé des choses. Bon, il a formé des gens aussi. Et puis il est parti chez Google pour continuer son travail là-bas à San Francisco. Et ça nous a donné envie de continuer dans les courbes. Et un jour, on a gagné le musée du vin à Bordeaux. Donc, vous avez pu voir récemment donc, ce projet aux formes ondulantes. Et au moment du concours, on l'avait conçu que sous Rhino. Et à ce moment-là, on a réalisé que il était urgent de former des gens, une équipe qui arrive à travailler en paramétrique. Parce que sinon, on se rendait compte que dans le temps, on n'allait pas arriver à gérer ce projet si on était avec les anciennes méthodes. Et finalement, effectivement, au cours de ce projet et à la suite, donc s'est formé un petit noyau, une équipe de gens passionnés par le paramétrique et tout ça. Et finalement, c'est devenu un outil qui a quand même beaucoup changé notre production et notre façon de concevoir le bâtiment. Au lieu de concevoir en plan ou en volume, oui, il y a toujours des dessins à la main, bien sûr. En fait, on est passé directement par ces outils et donc on conçoit maintenant autrement. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, le pavillon de France à Milan que vous avez pu voir donc l'an dernier pour l'exposition universelle, qui a été construit par le charpentier Simonin, qui est ici sur le canapé. Et voilà. Donc, ce bâtiment, on s'est demandé comment le faire. Et on a pensé aux collines et aux paysages et aux montagnes de la France. Et on s'est dit, voilà, c'est une forme courbe, une forme libre. La synthèse d'un paysage avec des collines, des plaines, des montagnes, c'est une ondulation comme ça, qui est balancée dans un paysage virtuel et qu'on va découper dans un volume à construire. Et ça fait un bâtiment qui est plein en haut et qui est ondulé en bas. Et donc, on va creuser et fabriquer le projet à partir de ça. Donc, ça commence par un dessin aussi brut que celui-là. Et ça correspond à un concept, donc la France, des paysages variés, un volume à construire. Vous voyez ici, un volume rectangulaire à construire. Et on découpe la forme des montagnes et des plaines dans ce volume à construire. Et après, ça va faire une charpente. Et alors, c'est quand même assez génial, les outils paramétriques. Parce que finalement, on arrive à faire aujourd'hui en un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, parce qu'avant, on faisait en 3 mois. Donc c'est quand même très très ergonomique. On s'assied à côté des gens qui savent manier l'outil, parce que évidemment certaines ne savent pas l'utiliser, mais heureusement qu'il y a des gens qui savent le faire. Et voilà, et ça se travaille à deux, ça se modèle, c'est comme une pâte. Et on part d'une spline. Et après, dans un volume à construire, à partir de ça, on va faire une architecture. Et donc là, je vais vous raconter l'histoire de cette spline et ce qu'elle va devenir sur plusieurs projets, parce qu'elle va se déplacer, elle va être réutilisée plusieurs fois. Donc par exemple, on définit cette forme générique,
Et à partir de ça, on va générer des charpentes avec lesquelles on va pouvoir travailler en interface avec le charpentier, parce que c'est bien, maintenant les charpentiers travaillent aussi en paramétrique. Et donc on peut échanger des fichiers, se parler et faire des allers-retours, c'est super bien. Et puis à la fin, on a un projet qui est une vraie charpente et qui est aussi un bâtiment. Et avec le même concept, on peut faire une architecture qui conçoit d'un seul tenant le plafond, la structure et la façade. Et on a juste intégré dans le dessin de la spline d'origine le fait qu'il fallait se poser en 5 endroits, parce qu'on avait 5 escaliers à mettre à 5 endroits différents. Et l'architecture, finalement, a été faite en fonction de cette contrainte. À la fin, ça fait un bâtiment construit. Peut-être Charpentier pourra dire un mot. Voilà, donc un bâtiment construit en creux à partir d'une masse virtuelle en fait qui est quadrillée. À partir de ça, on peut aussi réimaginer une deuxième vie du bâtiment, puisque ce bâtiment il a été déconstruit, déposé, il va être posé. Et on peut aussi imaginer qu'il devient une surface. Au lieu d'être une masse, il devient une surface. On peut réutiliser sa forme. C'est presque la spline pure. Hein. Et donc là, c'était un projet de réutilisation du pavillon de France à Milan à partir de ça. Et on a fait d'autres projets dans le même principe. Par exemple, la chocolaterie qui est, qui est à Paris. Voilà, donc qui est faite à partir de courbes et de formes en bulles à l'intérieur d'un univers de tubes. Et donc ça donne ces formes-là. Et puis on peut inverser, au lieu de faire un creux dans un volume plein, on peut prendre la même spline et ça fait un plein dans un volume creux. Et donc on fait un autre projet qui ressemble au précédent, qui est la spline pure et qui devient le pavillon de France au Luxembourg. Donc c'était un clin d'œil à l'autre pavillon de France. Et on a utilisé le même outil, on l'a déformé, un peu transformé, etc. C'était sur un thème de l'économie circulaire. Et ça devient une forme sur laquelle on va pouvoir travailler sur la texture et la structure avec un principe différent. Là, c'est hexagonal. Ça devient un paysage. Au lieu d'être un paysage inversé, c'est un vrai paysage. C'est l'inverse du projet précédent. Et on va pouvoir travailler sur sa texture et sur la matière dont il est fait, en essayant plusieurs choses très vite. Ça se fait en quelques minutes, hein, on change juste quelques paramètres, c'est presque magique. Et voilà, on peut aussi le faire rond, si on l'avait fait avant en carré. Et on peut le faire plus complexe en augmentant les niveaux de complexité, en changeant les densités. On peut essayer plein de choses. Et souvent, dans l'agence, dans une journée, on va générer 10, 15, 20 versions. On va en voir après un autre projet qui est fait comme ça. Et donc finalement, passer de la forme générique, on arrive à une structure et après qu'on peut définir comme ça, mais après on peut arriver à une définition de texture, d'habillage, qui devient presque une population de revêtements, d'éléments de revêtement ou de pièces de revêtement. Et donc ça, c'est le projet terminé. C'est celui-ci. Toujours. Et partant de là, on peut arriver à une autre étude qui n'est plus une population d'éléments de revêtement ou d'éléments de structure, mais qui devient une population d'éléments construits. Là, c'est un grand ensemble de logements. Il est fait d'une multitude de logements, de chambres, de pièces, de modules qui font 2,50 m, 2,70 m par 2,70 m. Et on a utilisé la même méthode pour étudier le projet. Donc maintenant, on est dans une échelle urbaine. Et pendant une semaine, on a généré une trentaine d'essais, en fait, qui vont permettre d'étudier des densités différentes. On voulait avoir un projet qui soit nuageux, qui soit un peu brumeux, un peu évanescent, et incertain et insaisissable. Et donc voilà, la spline, elle est toujours là en haut. On va décider de mettre une densité de vide autour d'elle de 10, 15 ou 20%. De mettre dans les pleins une densité de plein rajoutée qui va être de temps. Et ça va faire des modifications. Et on peut faire des modifications comme ça jusqu'à avoir des formes qui se soulèvent, qui se changent et des répertoires de formes complètement différents.
Et voilà, c'est une façon de travailler qui finalement devient assez loin du modelage de la forme initiale, mais finalement c'est aussi une façon de générer des grands nombres de logements, des grands nombres d'habitats de vie en très peu de temps. Et finalement ça va changer beaucoup notre façon de concevoir. Au lieu de dessiner quelque chose comme ça à la main et de représenter, et ben on va partir d'essais comme ça qui vont générer des formes plus ou moins aléatoires en fait, à partir de paramètres qu'on aura rentrés, et qui vont nous permettre de choisir quelle esthétique on veut avoir, dans quel prix on veut rentrer, etc. Et donc voilà, finalement, on va fabriquer l'architecture à l'envers, d'une autre façon, de la façon dont on le faisait avant. C'est intéressant. Alors merci, oui. Avant de dire merci. Donc ça, c'était pour la dimension paramétrique. C'est un exemple à partir d'une spline de ce qu'on peut faire. Évidemment, on fait aussi plein d'autres choses. Nous, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que ça a donné une dimension ergonomique forte. Ça a donné plus de rapidité. C'est incroyable comme ça peut donner de la rapidité. Et c'en est presque trop facile parce que finalement... on va générer tellement de variations qu'on a des fois un peu de mal à choisir, mais en même temps ça fait une recherche et ça permet d'arriver à des répertoires de formes auxquels on n'aurait pas eu accès sinon. Donc ça nous fait penser d'autres choses et imaginer d'autres choses pour le futur. Par exemple, dans la série que je vous ai montrée là, il y a plusieurs projets futurs qui sont déjà présents. Et donc on sait que dans d'autres projets on va puiser dans ce répertoire, ça permet de faire une recherche. Voilà, donc des outils qui changent. Après, un mot sur le BIM. C'est vrai qu'on a pensé chez XTU que c'était vraiment nécessaire que les architectes s'investissent dans le BIM. On sait qu'il y a une très forte pression des bureaux d'études, des entreprises pour avoir les missions BIM, parce que, évidemment, les architectes ne sont jamais considérés comme ayant une pensée rationnelle, etc. Mais on s'est aperçu d'une part qu'on le faisait pratiquement, on l'a fait sur certains projets, comme sur le projet de la Corée, en fait, du projet en Corée, où on a fait finalement une synthèse 3D et une maquette 3D de l'ensemble du projet, façade, structure, tuyaux, tout réseau compris, puisque finalement on avait une mission d'exécution et on ne faisait pas le chantier, donc il fallait que tout soit maîtrisé. Et donc on s'est dit, finalement, on a la capacité de faire ça, c'est dommage de passer à côté. En même temps, le métier d'architecte, c'est quand même un gros métier de coordination. 70% de notre boulot, c'est de la coordination. On s'est dit, si jamais les architectes ne rentrent pas là-dedans et s'investissent pas dedans et délèguent ça au bureau d'études des entreprises, c'est fini. Donc voilà, on s'est dit que c'était important, et c'est pour ça que Nicolas Sénémaux a développé cette dimension BIM, et on espère la développer ensemble à l'agence, parce que c'est une façon de garder la main sur le projet, que sinon ça sera perdu et finalement on ne pourra pas faire le projet de la même manière. On pense qu'on a des outils qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et donc il faut en faire profiter le projet. Et voilà. Je voulais juste annoncer, pardon, c'est ça. Merci.